Et donc, on est avec notre invité, Stéphane Dubois, qui est président du réseau associatif Environnement Champenois sur les éoliennes. Bonjour Stéphane Dubois, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Alors, expliquez-nous, cette législation, elle change tout aujourd'hui ? Alors, cette législation, il y a eu des changements effectivement concernant les enquêtes publiques dont vous parliez. C'est des méthodes un petit peu différentes des précédentes. C'est des enquêtes publiques qui se déroulent sur 3 mois. Et effectivement, là, vous parliez de l'Aube où effectivement on a pu constater, on va dire une accélération notable dans le nord de l'Aube, dans le nord du département, où pour vous tenir informé, voilà, il y a 15 projets qui ont été lancés en enquête publique en même temps à partir du 22 juin, dont 9 enquêtes qui se sont terminées le 9 juillet. Le 22 juillet, et d'autres qui vont se terminer le 22 septembre. Nous, ce qui nous a surpris, c'est de voir donc 186 éoliennes, 14 projets mis en enquête publique sur la période estivale. Donc, c'est des dossiers qui sont très difficiles à appréhender par les citoyens s'ils veulent donner leur avis. C'est le moment, mais c'est vrai que c'est des dossiers. Déjà, un seul dossier est très difficile à appréhender. Donc, 14 projets, 14 enquêtes, dont 9, là, je vous dis, sur un mois. Ça nous a surpris. Nous, on a fait un recours hiérarchique auprès de plusieurs ministères pour demander une prorogation, donc un prolongement de ces enquêtes publiques, et aussi un autre aspect qui est très important sur ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle les impacts cumulés, les impacts cumulatifs. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte, évidemment, quand vous avez 186 éoliennes qui arrivent quand même dans un périmètre de 15 km de rayon, c'est-à-dire vraiment dans une zone où aujourd'hui vous n'aviez pas du tout d'éoliennes, là, potentiellement, vous pouvez vous retrouver avec 186 éoliennes. Donc, évidemment qu'il faut prendre en compte les impacts cumulés, ce qui n'a pas été fait dans les dossiers d'enquête. Elles vont être implantées où, ces 186 éoliennes ? Est-ce que ce sont celles qu'on voit lorsqu'on passe sur l'autoroute A9 ou ça n'a rien à voir ? Alors non, oui, alors il s'agit de l'Aube, pas de l'Aude. De l'Aube, le département en dessous de la Marne. Rien à voir. Ils en ont aussi là-bas. Il y en a un petit peu partout sur notre territoire maintenant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de vent. Parce qu'il y a beaucoup de vent là-bas. Donc forcément, je pensais à l'Aude. Donc oui, vous êtes dans l'Aube. Qu'est-ce qui se passe en fait avec ces décisions ? Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement essaye de passer en catimini et d'accélérer le mouvement ? Alors, le gouvernement respecte les règles du Code de l'environnement, respecte toutes les règles qui existent aujourd'hui. Ce que nous, on constate, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez des commissaires enquêteurs qui viennent justement prendre les avis des citoyens, qui viennent étudier aussi les dossiers avec les citoyens qui se mobilisent pour participer et qui ensuite émettent un avis qu'ils rendent à la préfecture. Cet avis, s'il est défavorable, le préfet va peut-être effectivement refuser le projet. Mais quand bien même les citoyens se mobilisent, l'enquête publique donne un avis défavorable et quand bien même le préfet refuse le projet, de toute façon, le porteur de projet attaquera en justice cette décision et aura des chances de gagner, car derrière, évidemment, comme on dit chez nous, c'est le pot de terre contre le pot de fer en termes de moyens. Nos associations, qui sont des associations bénévoles, complètement apolitiques et sans aucun lobby derrière qui nous financerait, on n'a pas du tout les mêmes moyens financiers. Donc c'est très particulier et on voit en ce moment effectivement une accélération. Vous en avez entendu parler sûrement avec monsieur Fabien Bouglet, avec d'autres invités que vous pouvez avoir sur ces sujets. Tout notre littoral aussi avec l'éolien en mer. Bien sûr. Voilà, il y a une frénésie actuellement. On essaye de freiner dans un souci d'honnêteté intellectuelle. J'entendais monsieur de 40 millions d'automobilistes qui parlait d'honnêteté intellectuelle. C'est peut-être un gros mot, mais en vrai, nous, c'est ce qui nous anime un petit peu, c'est qu'effectivement, on connaisse vraiment tous les tenants, les aboutissants. Quand vous écoutez les porteurs de projets dans leurs réunions publiques, l'éolien, c'est 100% vert, 100% bien, tout le monde est gagnant. Vous le savez, comme tout à chacun, rien n'est parfait dans ce monde. Et donc, nous venons mettre un autre son de cloche, avec d'autres éléments qui ne sont pas pris en compte évidemment par les porteurs de projets, qui sont les impacts évidemment sur le territoire et sur le cadre de vie des gens, les impacts économiques dont vous avez dû parler avec monsieur Bouglet, où on entend parler maintenant régulièrement, parce qu'on est en surproduction d'électricité actuellement, on exporte, donc ça nous ramène un petit peu d'argent, mais des fois on est tellement en surproduction d'électricité à cause de l'éolien et du solaire, qui sont des énergies qu'on ne peut pas maîtriser, puisque elle donne de l'électricité que quand il y a du vent, que quand il y a du soleil. Donc, c'est intermittent et non pilotable, comme on dit dans notre jargon. Et par conséquent, quand vous avez beaucoup de vent, beaucoup de soleil, en plus de nos centrales nucléaires qui fournissent déjà plus de 70% de notre électricité, donc on a une surproduction qu'on est même obligé parfois de se débarrasser, et on doit même payer parfois, et c'est ce qu'on appelle les prix négatifs,
pour se débarrasser de ce surplus d'électricité. Donc, comme on l'a pu voir aussi avec Monsieur Jardin, on est dans une forme un peu d'aberration qui est purement économique et spéculative sur le dos de nos factures, hein, parce que tout ça, c'est pas de l'argent magique. Et voilà. Donc, on essaye de freiner un peu ce sujet. Stéphane Dubois, pour qu'on comprenne bien, parce que là, vous nous apportez des éléments qui sont intéressants. On a une législation qui va changer, et donc on a une accélération du calendrier avec un certain nombre de changements de ces éoliennes. Plus exactement, les éoliennes sont obsolètes. En tous les cas, c'est ce qui nous est dit, et donc on veut les remplacer par des éoliennes XXL. Est-ce que ça, c'est justifié déjà, ou est-ce que déjà au départ, vous considérez qu'on aurait pu continuer avec le parc existant? Alors, les éoliennes, non, évidemment, et c'est un sujet que nous on aborde très très précisément, puisque ces éoliennes s'usent, hein, comme tout matériel. On avait prévu des durées de vie de 20 ans, on s'aperçoit que c'est plus sur les 15 ans, et qu'effectivement c'était prévu de les renouveler pour des modèles plus puissants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être à la sensibilité entre guillemets du préfet lors du renouvellement, ce qu'on appelle le repowering en anglais ou remotorisation aujourd'hui en français, pour savoir effectivement est-ce que ces éoliennes, ce nouveau parc, on va implanter non pas sur les mêmes semelles en béton, il va falloir refaire des semelles en béton beaucoup plus grosses. Donc ça, en termes d'artificialisation de notre territoire, c'est aussi un sujet. Et en plus, si jamais, en gros, les éoliennes ne dépassent pas 50% supplémentaires de taille et de puissance, il n'y aura pas de nouvelle enquête publique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelle étude d'impact, et on va se retrouver avec un parc avec des éoliennes plus grandes, un petit peu décalées sur votre horizon, auquel vous aviez peut-être fini par vous habituer au bout de 15 ans. Mais bon, je vous avoue que nous, dans le secteur de la Marne ou dans la Somme, qui sont les départements très touchés, le territoire est littéralement ravagé, hein, l'horizon et la nuit, n'en parlons pas, avec les lumières rouges clignotantes. Et donc, ce sujet de repowering, oui, c'est un sujet. Nous, ça nous inquiète parce que, comme je vous dis, il y aurait peut-être pas d'enquête publique. Donc ça, c'est encore plus problématique. Oui. Et sinon, oui, le parc d'éoliennes qui ont plus de 15 ans aujourd'hui sont amenés à être renouvelés, oui. Stéphane Dubois, on va voir dans un instant avec vous quelles sont les conséquences sur l'environnement, parce qu'on dit souvent que les éoliennes, c'est très écolo, mais il y a aussi d'énormes conséquences sur l'environnement. Et en plus, vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Ne bougez pas, on continue la discussion dans un instant. Il est 9h19. 7h10, le Grand Matin Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Jacques Cardoz. C'est un sujet passionnant à 9h22 sur Sud Radio. À partir de 2028, les anciennes éoliennes seront progressivement remplacées par des modèles plus hauts, plus puissants, afin de doubler la production d'électricité d'ici à 2035. Oui, mais voilà, ça n'est pas sans conséquence. On est avec Stéphane Dubois, président du réseau associatif environnement champenois sur les éoliennes. Donc on est bien dans l'Aude avec vous, Stéphane Dubois. Dans l'Aube, oui, bien sûr. Stéphane Dubois, rebonjour. Et on est avec Marc et Jean-Paul qui nous appellent également sur ce sujet dans un instant. On abordait la question des conséquences environnementales parce que, juste une précision technique, quelle est la différence de hauteur entre les anciens modèles d'éoliennes et les nouveaux modèles ? Alors, en gros, on va dire qu'en bout de pale, les anciens modèles, c'était entre 100 mètres et 150 mètres. Et aujourd'hui, les nouveaux modèles sont plutôt dans les 180 mètres et on atteint même sur Terre des 240 mètres, en sachant que en offshore, hein, sur la mer, vous pouvez atteindre 340 mètres en bout de pale. Et évidemment que la taille aussi des rotors, hein, des hélices, des pales, sont plus longues, donc ça fait aussi des volumes brassés beaucoup plus importants. Donc pour les oiseaux, évidemment, on comprend assez aisément le problème. Les chauves-souris, évidemment, aussi, qui sont très sensibles au déplacement d'air, ce qu'on appelle les barotraumatismes, hein, les variations de pression autour des pales d'éoliennes. Donc la LPO se saisit de plus en plus du sujet parce qu'il y a manifestement une problématique de mortalité de l'avifaune, malgré tous les systèmes dont nous parlent les porteurs de projets en termes d'évitement, en termes de caméras qui peuvent éventuellement repérer des oiseaux pour arrêter l'éolienne, mais vous imaginez qu'une éolienne ne s'arrête pas comme ça instantanément. Donc il y a évidemment une mortalité qui n'est à notre avis sous-estimée en termes de mortalité d'oiseaux et de chauves-souris. Sur l'environnement, nous on a mis le doigt sur un sujet qui est très important et on a interpellé récemment l'ANSES et l'ADREAL à ce sujet-là, c'est que les éoliennes, et ça rejoint ce dont on parle avec leur obsolescence, enfin leur usure normale, c'est que comme tout hélice, le bord d'attaque, là où le vent frotte, s'use.
Et comme vous le savez, une pale d'éolienne, c'est quand même toute la surface extérieure, ce sont que des produits chimiques, du PET, du PVC, des cols époxy. Et donc ce bord d'attaque s'usant, c'est autant de petites particules, de microparticules de plastique qui se disséminent dans les champs, dans l'air, puis dans l'eau. Et nous, on a trouvé des parcs avec des éoliennes où les pales, effectivement, sont complètement usées. Donc tout ça s'est disséminé. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait une étude, de toxicologie dans les champs d'éoliennes pour vérifier que le niveau de pollution que ces éoliennes génèrent. Stéphane Dubois, c'est évidemment extrêmement intéressant d'essayer d'aller dans ce sens et de mesurer l'impact toxique sur les environs, parce que j'imagine que autour de ces installations, il y a quoi ? Il y a peut-être des exploitations agricoles, il y a peut-être des élevages ? Particulièrement, nous là dans la Marne, dans le sud de la Marne, ce sont des grands champs de céréales. Vous avez aussi des éoliennes de toute façon qui réglementairement peuvent être installées à 500 mètres de votre habitation. Et ça, c'est une loi qui date de plus de 20 ans, quand justement les éoliennes étaient entre guillemets des petits modèles de 120 mètres de haut. Et aujourd'hui, la législation est restée la même malgré la tentative de certains députés et en tout à fait justifié de dire maintenant qu'elles sont plus grandes, il faudra les mettre un peu plus loin, ce qui paraît somme toute assez logique. Non, ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, les porteurs de projets peuvent venir installer des éoliennes de 200 mètres de haut à 500 mètres de votre habitation. Donc la pollution, de toute façon, c'est une pollution moi que j'appelle insidieuse, qui peut se répartir un peu partout. Et c'est pour ça qu'on aimerait qu'il y ait des études. Et c'est jamais pris en compte dans les études d'impact, dans les dossiers. Surtout s'il n'y en a pas. Surtout s'il n'y en a pas. Mais avant de revenir sur ce sujet, on va joindre Marc, qui est à Bouliac et qui voulait réagir à votre entretien, Stéphane Dubois. On écoute Marc. Allô ? Bonjour Marc, vous êtes à l'antenne de Sud Radio, on vous écoute. Ok, un grand bonjour à tous. Et puis, oui, je voulais réagir. Il y a des choses qui me surprennent un peu avec ces histoires d'éoliennes. Moi, ça fait un demi-siècle presque qu'on est en camping-car et qu'on voyage. On en voit un peu partout et on les voit souvent à l'arrêt. Et je me dis chaque fois, mais une éolienne à l'arrêt, à quoi ça sert, quoi ? C'est aberrant. Une autre chose qui m'énerve un peu, c'est une éolienne, je ne sais pas si Stéphane l'a dit, mais c'est environ 500 tonnes d'acier, 10 tonnes de cuivre, 10 tonnes d'aluminium, 300 kilos de terres rares. Et il faut environ quand même 5000 mètres de béton pour une éolienne offshore ancienne. Donc tout ça, au niveau écologie, je suis un peu effaré avec ces chiffres. Et quand on parle de recyclage, quand on sait qu'un recyclage d'une éolienne coûte environ 100 000 € et qu'il faut mettre de l'huile énormément pour que ça marche dans les éoliennes un peu anciennes, quoi, c'est 150 000 litres d'huile pour un parc de 60 éoliennes. L'huile, c'est du pétrole. Non, mais donc, Marc, là, je comprends plus, là. Mais Marc, vous êtes en train de nous annoncer que c'est une catastrophe écologique. C'est pas seulement... C'est ce qui me semble, oui. Mais enfin oui, moi je suis stupéfait par les chiffres que vous donnez. Alors on va se tourner vers Stéphane Dubois, qui est président du réseau associatif Environnement Champenois sur les éoliennes et qui connaît parfaitement ce sujet. Est-ce que les chiffres qui vous ont été annoncés sont les bons ? J'ai pas les chiffres exacts, mais effectivement, le monsieur a tout à fait raison. Prenons-les un par un. 500 tonnes d'acier, est-ce que c'est vrai ? Ah oui, le ferraillage dans les semelles en béton qui sont je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais la semelle d'acier, effectivement, c'est un volume de béton énorme. C'est un volume d'acier puisque toute cette semelle est ferraillée. Effectivement, c'est un très gros ouvrage. Donc effectivement, les chiffres, c'est de cet ordre-là. C'est une artificialisation de nos sols. Et ce qu'on disait par rapport au repowering, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces semelles, quand vous allez mettre un nouveau parc en service d'éoliennes plus puissantes, comme je vous ai dit, on n'utilise pas la semelle d'origine, puisque l'éolienne étant plus grande, il va falloir faire une semelle plus grosse. Et bien souvent, la semelle va rester en place ou va juste être arasée en surface pour pas qu'elle se voie, mais en vrai, ça va rester dans nos sols. Donc ça, c'est un gros problème. Et ce que dit monsieur par rapport à, effectivement, et ça, c'est ce que moi j'appelle les externalités négatives, c'est-à-dire que on nous cache quand même pas mal la fabrication, comment se fabriquent ces éoliennes et tous les matériaux nécessaires. Et donc cette extraction qu'on doit faire et tous ces volumes de terre qu'on doit déplacer pour extraire effectivement le cuivre, l'acier
etc., etc. Et ça, les impacts écologiques, justement, si on calculait honnêtement, je pense qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de neutre écologiquement. Non, alors je retrouve, entre-temps j'ai retrouvé les chiffres sourcés qui me donnent quand même entre 25 et 40 tonnes d'acier pour une éolienne terrestre. Mais la fondation peut nécessiter jusqu'à 40 tonnes ou plus. Ça doit dépendre en fait, j'imagine des éoliennes qui sont implantées. Et offshore, effectivement, on est entre 50 et 200 tonnes d'acier. Et puis il y a tout le reste. Évidemment, il y a le béton, il y a tout le reste. Il y a un autre point dont parlait Marc, et je trouve, et merci Marc d'ailleurs pour votre témoignage, c'est la question du recyclage. Est-ce qu'on sait quoi faire de ces éoliennes, les anciennes générations? Est-ce qu'on sait comment les recycler? Est-ce qu'on les recycle déjà? Et ensuite, est-ce que c'est vrai qu'il faut à nouveau utiliser des produits chimiques dans le cadre du recyclage? Alors, c'est un sujet. Ce que nous disent les promoteurs, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour créer des pales d'éoliennes, parce que c'est ça l'élément, on va dire, le plus toxique, hein, comme je vous disais, c'est du PET, du PVC, des époxys. Ça, c'est vraiment l'élément le plus chimique. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail pour essayer de fabriquer des pales d'éoliennes qui soient recyclables, les anciennes ne l'étant que très peu. La seule solution qu'on a trouvée avec ces anciens modèles, c'est de les mettre, soit de les broyer pour en faire une fibre qu'on va ensuite intégrer à du béton, par exemple, ou alors sinon de les incinérer. Mais j'ai peur, comme on peut le voir aux États-Unis, il y a des exemples assez surprenants de décharges de pales d'éoliennes, parce que je pense que c'est qu'une faible proportion qu'on arrive aujourd'hui à recycler, et encore, comme je vous dis, soit en les brûlant, soit en les intégrant dans du béton. Mais sinon, il y a peut-être une partie qui est enfouie, peut-être même en Europe, en tout cas aux États-Unis, on a des exemples assez horrible à voir des décharges gigantesques de pales d'éoliennes enterrées. Ben, en tous les cas, ça signifie tout ça et tout ce que vous nous donnez comme élément, Stéphane Dubois, que les enquêtes sont absolument nécessaires et essentielles, parce que en fait, je pense qu'il y a un retard considérable en termes de connaissances. On a une plutôt bonne image des éoliennes dans l'opinion publique. Je parle d'une opinion publique d'une façon générale, peut-être pas sur Sud Radio. Moi personnellement, à titre personnel, j'ai une mauvaise image, mais en même temps, il faut aussi être raisonnable. C'est vrai que c'est une forme quand même, a priori, on se dit naturel d'aller chercher de l'énergie. Sauf que si c'est pour dépenser des tonnes d'acier, des tonnes de béton, de tuer des centaines d'oiseaux, qu'il y ait des produits chimiques partout dans les champs, bah j'ai plus tellement envie de défendre l'éolien, quoi. C'est un peu ça. Vous voyez, c'est un peu ça la réflexion. Et encore une fois sur l'écologie, voilà. On apprend des choses et j'ai envie de vous dire merci, parce que il va falloir qu'il y ait des enquêtes. Il va falloir qu'on en sache plus. Il va falloir que les scientifiques se prononcent au-delà de l'idéologie, au-delà des débats politiques. On a envie de savoir quelle est la réalité, parce que là, du coup, ça intéresse tout le monde. Si un habitant a des conséquences directes sur son alimentation parce que les champs sont contaminés à cause des produits chimiques dont vous nous parlez qui sont sur les pales, ça nous concerne tous. Donc merci beaucoup Stéphane Dubois, vraiment merci beaucoup, et merci à Marc également du côté de Bouliac. On est un peu pris par le temps, mais votre témoignage était excellent et vous faites bien de vous balader à travers la France avec votre camping-car et d'être comme ça un observateur de ce qui se passe. Il est 9h30.